Bien écoutez, nous allons débuter. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, un grand merci pour accepter notre invitation à participer à ce dernier événement de l'année 2023 du programme L'Indo-Pacifique à l'épreuve de l'ambition chinoise de l'Institut Thomas More. La conférence ce soir nous éloigne quelque peu de l'Indo-Pacifique et se place au cœur des préoccupations de l'Europe à l'heure où celle-ci aspire à l'autonomie stratégique. Cette conférence, en effet, est une étape dans une recherche consacrée aux relations économiques entre l'Union européenne et le monde chinois, qui nous a permis, au cours de cette année, de publier différentes études consacrées au rapport entre les PECO et Taïwan, la stratégie de sécurité économique de l'Union européenne, la stratégie chinoise de l'Allemagne, mais également d'organiser différents événements autour du risque politique chinois et son impact sur les entreprises étrangères, les réseaux d'influence chinois en Europe. Cette recherche, par ailleurs, se poursuivra au cours de l'année 2024. Plus précisément, la conférence ce soir s'inscrit dans le prolongement de la note récemment publiée par l'Institut Thomas More consacrée à la stratégie européenne face aux idéaux chinois. Si l'Union européenne reste un territoire privilégié des idéaux chinois en Occident, ces derniers sont en recul depuis la seconde moitié des années 2010 et les entreprises chinoises ajustent leur stratégie d'investissement, ciblant désormais des secteurs dans lesquels elles sont compétitives avec des perspectives ultimes de domination de ces marchés. La Chine et ses entreprises adoptent par ailleurs une stratégie différenciée selon les régions européennes à pénétrer. En Europe occidentale, l'objectif essentiel est la captation d'expertise technologique. En Europe méridionale, c'est la sécurité des routes commerciales maritimes qui est privilégiée. En Europe centrale et orientale, c'est l'aménagement du territoire Carrefour, suivant une stratégie de déploiement vers le reste de l'Europe. Derrière ces manœuvres géoéconomiques, la problématique géopolitique n'est jamais bien loin. En effet, pour la Chine, il s'agit de se doter d'outils nécessaires pour devenir la première puissance technologique mondiale, mais également de se construire des réseaux d'influence pour contrer toute critique et résistance à ces projets d'expansion. Cette double tendance est autant liée techniquement à la montée en gamme de la production chinoise qu'à la prise de conscience au sein de l'Union européenne que la Chine n'est plus vraiment un partenaire stratégique, mais plutôt et surtout un rival systémique. Cette prise de conscience est illustrée notamment par l'échec du 24e sommet Union européenne-Chine, au cours de laquelle rien n'a été cédé de part et d'autre. Celui-ci s'est déroulé sur fond de tension autour de la question taïwanaise. En effet, alors que Pékin exhortait l'Estonie à ne pas poursuivre des négociations avec Taïwan en vue de l'ouverture et de la représentation, la Lituanie annonçait la reprise de dialogue avec la Chine en vue d'une normalisation de la relation bilatérale, et ce, sans aucune concession de sa part. Ces épisodes démontrent que la volonté chinoise d'apaisement à l'heure où l'Union européenne, après avoir adopté en juin dernier sa première stratégie de sécurité économique, construite autour de l'idée d'une réduction des risques, accélérer la mise en place de mécanismes de filtrage des IDE, mais également d'instruments anti-coercition dont la Chine pourrait être la première des grandes victimes. Face à cette perspective, comment la Chine et ses entreprises adoptent-elles ou adaptent-elles plutôt leur stratégie à destination de l'Europe? Quelle efficacité doit-on accorder aux différents instruments et mécanismes développés par l'Union européenne? Quelles pourraient être les réponses politiques de la Chine à l'heure où l'Union européenne initie une enquête anti-subvention contre les véhicules électriques fabriqués en Chine et envisage d'en mener une autre contre les composantes d'éoliennes et d'acier chinois? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir deux experts reconnus, l'un sur la Chine et l'autre sur l'Union européenne. Laurent Malvezin, diplômé de l'UNALCO et Université de Chine de Pékin en langue chinoise. Donc Laurent a exercé au ministère de la Défense avant de se reconvertir
dans le conseil aux acteurs privés et publics dans leur rapport à la Chine. Président de Monsalvi Consulting, Laurent est également cofondateur du projet Sinopol, un groupe d'experts dédié au fonctionnement de l'économie et du système politique chinois. Laurent évoquera pour nous la stratégie d'acteurs chinois en termes d'IDE sur le sol européen. Stéphanie Verrupen, diplômée de l'Université de Marne-la-Vallée en intelligence économique, Stéphanie a opéré à la délégation interministérielle à l'intelligence économique, donc un service du Premier ministre, et au service de l'information stratégique et la sécurité économique, un service du ministère de l'économie et des finances, avant de se retourner également vers le privé en qualité de consultante en intelligence économique et stratégique au profit d'entreprises confrontées aux défis de la sécurité économique. Stéphanie nous exposera les mécanismes européens de filtrage des IDE et leur application au cas chinois. Il est donc temps, pour ma part, de laisser la parole à nos invités. Laurent, alors que les relations entre la Chine et l'Europe restent tendues, quelle perspective pour les investissements directs étrangers chinois en Europe? Merci Laurent et merci à l'Institut pour m'inviter. C'est un vrai plaisir d'être avec vous ce soir. Merci à Stéphanie avec qui on a également échangé quelques mots pour se répartir la tâche. La tâche est vaste, les sujets le sont. Euh, bon, il m'a semblé que la question des investissements directs étrangers chinois, donc les IDE chinois, était assez vaste pour essayer de l'encapsuler autour de 4 points. Euh, et puis, j'essaierai d'être dans les temps qui sont à peu près de 20 minutes, n'est-ce pas? 20-25 environ, oui. Très bien. Alors, dans un premier temps, j'ai rédigé quelque chose, je l'ai semi-rédigé, et puis quand il a fallu que je chronomètre tout ça, c'était beaucoup trop long. Donc, j'ai tiré un post-it et j'ai noirci quelques mots-clés qui me permettent de rester dans les usages et dans les temps impartis. Ces mots-clés sont les perceptions et les représentations, puisque nous sommes aussi dans la sphère informationnelle, y compris ce soir. Se protéger de quoi, de qui et jusqu'où. La dissimulation, toujours, et la dialectique, puisqu'il faut parler de dialectique quand on parle de stratégie chinoise. Dialectique de sécurité économique, bien évidemment, puisque c'est le concept non seulement à la mode, mais qui est en train de devenir un paradigme prévalent dans les échanges mondiaux, qui ne concernent pas seulement la Chine, mais aussi l'Union européenne, les États-Unis, etc. Ça m'a fait repenser à une tribune que j'avais écrite pour le journal Le Monde en 2019, parce qu'on décrit parfois l'investissement chinois à l'étranger, dont en Europe, comme une sorte de cheval de Troie, euh, déployé autour d'une logique de diviser pour mieux régner, c'est-à-dire pour affaiblir le continent en petits morceaux, par tranche. Ce n'est pas totalement faux, mais je ne pense pas que ça traduit le mode d'expansion de la Chine, ni la conception du déploiement de son économie internationale. Je ne pense pas qu'il faille analyser le déploiement des IDE et du commerce également euh, chinois selon une logique géographique. Elle est avant tout organique. C'est un mode de pénétration qui est beaucoup plus furtif et c'est bien pour cela que même les datas sur les IDE sont incomplètes. Et je vais vous dire pourquoi. Je pense qu'elle progresse, cette stratégie, en Europe selon une loi de la moindre résistance et autour de ses propres besoins. La division, elle, des États européens est une conséquence, pas un objectif. Son objectif est de conquérir le plus de parts de marché politiques comme économiques. Donc, dans ma tribune, je prenais l'exemple ukrainien, donc à l'époque, en 2019. Et je soulignais le fait qu'en 2013, quand Moscou s'opposait à ce que Kiev signe l'accord d'association avec l'Union européenne, l'accord d'association, la Chine se pressait au contraire auprès de Kiev de le signer, euh, parce que la Chine percevait tout l'intérêt d'une économie ukrainienne arrimée à l'UE.
et dans laquelle elle avait déjà investi et qu'elle connaissait très bien de l'intérieur. Et depuis 2014, et plus encore depuis 2021, le rêve européen de Kiev pour la Chine s'éloigne, et Pékin se tourne du coup vers d'autres pays d'Europe orientale, dont la Biélorussie, où elle développe depuis longtemps une très grande plateforme industrielle, la Treadstone Industrial Park, sous label de la Belt and Road, donc de la BRI, des nouvelles routes de la soie, et donc d'une porte d'entrée possible dans l'UE. Et la Biélorussie fait partie des 6 pays membres avec l'Ukraine, donc elle a été retirée depuis, du partenariat oriental de la Commission européenne. Et depuis que la Biélorussie est devenue, elle, paria en Europe, c'est vers la Serbie, par exemple, que la Chine concentre ses efforts. Et vous notez dans tous ces efforts successifs que ces pays-là ne sont pas des exemples en matière de corruption. Si on prend l'indice de corruption de Transparency International, on note que les signataires européens de la BRI sont mal notés par l'ONG. Le Monténégro est à la 93e place aux côtés du Kosovo, de la Bosnie, la Serbie, qui se place aux côtés de la Chine. Et les deux membres de l'UE dernièrement ralliés à la BRI, la Grèce et l'Italie, bon, l'Italie s'en est finalement retirée, sont les plus mal classés des pays de l'Union européenne, respectivement donc 67e et 53e du classement de Transparency. Donc, première idée que je soulève, c'est que les investissements chinois, qui sont massivement d'État, ont besoin d'un terrain favorable d'expansion, un point faible, car ils ne peuvent pas, au contraire, être adossés uniquement à l'état de droit, qui n'est pas une garantie pour l'élite chinoise, mais au contraire une dépendance. Et en 2020, la Chine est devenue, là, pour la route, pour la, pour la première fois, le premier investisseur étranger de la Hongrie. Donc, tout ce qui peut renforcer l'état de droit et faire diminuer la corruption en Europe est le meilleur rempart contre certains projets d'investissement chinois fondés sur des bases de consignalité politique et clientéliste. Donc, bien sûr, là, je suis au-delà des mesures réglementaires contre la coercition économique, voilà, et tous les dispositifs de défense commerciale que l'Union européenne a mis en œuvre depuis les années 2019. Mais je plante le décor puisque ça explique en partie pourquoi on a cette impression de division, mais qui est en fait une impression trompeuse. La Chine avance quand elle le peut et quand on lui offre la moindre résistance. Alors j'en viens à ma deuxième observation qui questionne les investissements chinois. On parle beaucoup de ceux qui sont réalisés, mais rarement d'où ils viennent et qui les a conçus et quand. En d'autres termes, on les subit sans vraiment interroger la politique d'expansion proprement dite de la Chine. Alors, est-ce qu'on peut, nous, se prémunir contre des risques identifiés, en partie non identifiés, et en parallèle infléchir ou impacter la conception même des projets d'investissement en amont de la Chine pour qu'ils deviennent plus compatibles avec notre économie française et européenne, et plus largement avec les économies de marché en règle générale. Donc, je me suis interrogé sur les sources des investissements directs chinois, donc les sortants, hein. Et j'ai pris le MOFCOM, donc les données du MOFCOM, du ministère chinois du Commerce, qu'on peut difficilement soupçonner de biais statistiques pro-occidental. Voilà. Donc, pour 2022, les 10 premiers pays avec des flux d'IDE sortants en Chine sont Hong Kong à 60%, 59%, les îles Vierges britanniques, puis Singapour, les USA, les îles Caïmans, l'Indonésie, le Royaume-Uni, l'Australie et Macao. Plus de 70% des flux d'investissement vont vers l'Asie. En Europe, ils baissent. Et ils baissent beaucoup. Les flux d'investissement vers l'Europe représentent 6,3% des flux d'IDE sortant chez nous. Et en pole position de ceux-ci, le Luxembourg, le Royaume-Uni, l'Allemagne, Suède, Italie, Hongrie, Fédération de Russie, qui est incluse dans les statistiques européennes, et pour qui les flux augmentent, la Serbie, la Suisse, la Pologne et la Géorgie. En stock, l'Europe s'élève à 5% du total des IDE sortants chinois, principalement aux Pays-Bas, au Luxembourg, au Royaume-Uni, en Suède, en Allemagne, Fédération de Russie, en Suisse, France, Italie, Irlande, Espagne et enfin Géorgie. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de ces chiffres? En première analyse, bien sûr. Alors, premier indice pour moi, c'est qu'ils ne sont pas si directs que ça, ces IDE chinois. Ils passent pour les 2 tiers, au moins pour des places offshore ou peu transparentes, ou les deux. On ne connaît pas leur destination finale, ni leurs émetteurs ultimes.
Deuxième remarque, en flux comme en stock, ces investissements sont plus importants lorsqu'ils sont réalisés dans un cadre bilatéral de FTA, par exemple, donc de Free Trade Agreement, par exemple en Suisse, en Géorgie, et plus récemment avec la Serbie. Pour la Serbie, cas très intéressant, que va peut-être développer Stéphanie, le FTA, pardon, a permis de la signature il y a 15 jours d'un accord de compensation ou de clearing en yuan pour booster le commerce et les investissements. Il y a aussi bien sûr les traités bilatéraux sur les investissements pour le cas de la Suède. Alors, ces investissements chinois se font remarquer aussi lorsqu'ils sont encapsulés dans des accords bilatéraux de gouvernement à gouvernement, dans la BRI par exemple. La Hongrie et la Serbie par exemple, et jusqu'à récemment l'Italie. Voilà. Et bon, dans la plupart des cas, dans les conditions précitées, les contenus, montants et modalités des accords d'investissement sont très rarement rendus publics. Donc, ce qui accroît l'opacité de l'ensemble. Mais il y a aussi des choses qui manquent dans les statistiques dans l'annuaire statistique annuel du MOFCOM. Ce serait trop simple. Ce qui manque, ce sont les investissements dans les technologies, hein, qui est souvent l'objectif majeur de rachat ou de partenariat industriel. L'identité aussi des investisseurs, même s'ils sont presque toujours étatiques et tous supervisés par le parti. Il manque certaines destinations, par exemple le Liechtenstein, dans le cas de Clio Connect que va développer Stéphanie. Et puis, dans quoi ils s'insèrent? Dans ce qu'ils permettent en cascade, dans le cadre d'accords plus larges en matière de coopération industrielle et scientifique, et dans quel plan ou programme gouvernemental ils s'inscrivent. Donc voilà pour les données statistiques et ce à quoi elles me font penser. Le dernier cas de blocage que je viens de citer, d'IDE chinois, concerne Clio Connect, enfin médiatisé en Allemagne. C'est une start-up qui travaille dans le domaine des satellites en orbite basse, basée en Allemagne, enregistrée au Liechtenstein et bloquée par Berlin donc pour des raisons de sécurité nationale. Alors, pour moi qui analyse plutôt la stratégie chinoise en amont, ça illustre la profondeur du processus de décision de la politique économique et industrielle chinoise. Hein, plusieurs actionnaires chinois sont impliqués dans cette société depuis sa création en 2017. Et pourquoi? Parce que il y a une planification en matière de constellation de satellites en orbite basse, notamment depuis un plan qui date des années 2008-2009. Vous voyez, c'est pas d'hier. Voilà. Alors tout ça est consigné dans des feuilles de route qui sont plus ou moins floues, mais c'est quand même consigné, c'est public. Et la Chine a procédé par étapes, hein, restant sous les radars et les seuils d'alerte jusqu'en septembre dernier. Mais il y avait des seuils précédents qui n'avaient pas été, enfin, qui avaient été identifiés, mais pour lesquels les réponses n'étaient pas en place côté allemand et puis plus largement du côté de l'Union européenne. Alors après, l'autre mot-clé, c'est la dissimulation. Vous voyez bien que derrière tout cela, il y a quand même une volonté de ne pas nous dévoiler leur plan de bataille. Alors, nous sommes toujours surpris par les investissements directs chinois, puisqu'on les bloque parfois in extremis. Donc, j'ai déjà fourni quelques explications. Euh, Plusieurs rapports, notamment un du Sénat en France en 2021, insistent sur la nécessité de mieux les cartographier. La Cour des comptes européenne aussi a insisté sur le fait que les données étant parcellaires, il faudrait essayer de compléter le tableau. Oui, je pense que je pense, certaines administrations le font, mais il serait aussi intéressant de s'identifier en amont à la politique d'investissement chinoise et ses fondements. Puisque, alors, d'ores et déjà, on peut séparer un petit peu les choses. Il y a les IDE financiers, non financiers, et puis les prêts, hein. Voilà. Donc, le rapport du Sénat, d'ailleurs, insiste sur la confusion qui est entretenue au sujet des montants et de l'utilisation de l'un pour l'autre et vice-versa. Mais tout cela, ça reste statistique. Voilà. Quand on s'attaque aux aides d'État, aux distorsions de concurrence, en fait, on interroge le mode du financement et des transferts de richesse de l'économie chinoise, des transferts internes financiers, qui pour nous sont pourraient être assez classiques si la Chine fonctionnait comme nos économies, mais ce n'est pas le cas. Pour la Chine, les aides d'État sont une des armes de sa panoplie des soutiens directs et indirects à ces entreprises. Voilà. Donc, à ce sujet, j'ai trois remarques rapides.
et je veille sur le chronomètre. Euh, on parle souvent des aides publiques d'État comme si l'économie chinoise et les entreprises chinoises étaient de nature privée, comme si ces aides étaient des injections d'État dans un système d'économie de marché, ce qui est totalement inexact. Les aides d'État vont majoritairement aux entreprises d'État ou aux capitaux d'État, même minoritaires. Et il n'y a que depuis très peu de temps, finalement, que Pékin commence à enjoindre ces grandes banques commerciales à prêter de l'argent aux PME, PMI, qui peuvent être d'ailleurs à capitaux partiellement d'État, mais sous condition que leurs investissements soient alignés avec les grandes orientations déjà décidées. La deuxième remarque, c'est qu'au mois de décembre dernier, au mois de septembre dernier, la NDRC, donc la super agence de la Commission de la réforme et au plan, a créé une nouvelle division en interne pour, ouvrir les guillemets, le développement de l'économie privée, ce qui nous donne quand même un aperçu de la nature du système économique chinois. Les investissements sortants sont essentiellement d'État, et même s'ils peuvent être portés par des structures présentées comme des entreprises privées ou des fonds, qui sont en réalité des véhicules d'État, dont les actionnaires majoritaires sont masqués par des montages financiers onshore et offshore, ça éclaire un peu plus la nature de l'investissement, même si cela rend pas plus transparent l'identité des actionnaires ultimes. Et bien évidemment, plus la réponse européenne est sophistiquée, plus les montages côté chinois le sont. Troisièmement, l'économie chinoise ne va pas si mal que ça. Si on prend en compte la réalité du financement en économie chinoise et les transferts de richesses internes dont on ignore les montants et les mécanismes, pour 2022, donc en formation brute de capital fixe, là, le FFCF, FBCF pour les financiers, il représente la moitié de la croissance, donc par l'investissement public, donc, qui croît de 10% contre seulement 0,9% pour le privé. Ce sont les chiffres officiels. On constate par ailleurs que l'investissement public est excédentaire dans nombre d'industries, comme dans le solaire, par exemple. Encore le solaire. Il y a donc une vraie gestion stratégique des investissements et des surcapacités industrielles en Chine. Alors, ce n'est pas nouveau, mais je pense qu'il faut arrêter de parler de surcapacité ou d'investissement direct comme un état de matière inerte, comme quelque chose qui résulterait d'un marché. Non, ce sont des politiques assumées et ciblées. Alors pourquoi on ne les voit pas venir? D'abord parce qu'il y a un décalage. Il y a un décalage entre le moment où les décisions sont prises et le moment où ces investissements sont réalisés ces sommes sont allouées dans les pays destinataires. Pour les investissements pour la transition énergétique et les énergies renouvelables, les objectifs donc d'investissement en capital fixe chinois ont été fixés lors du 11e plan quinquennal. 11e plan quinquennal, entre 2006 et 2009. Pour les véhicules à 100% électriques, les constellations de satellites dont je viens de parler, les terres rares dont on va parler, les biotechnologies, etc., les projets d'investissement en capital fixe sont consignés dans une directive, la 32, si vous voulez comment dirais-je, la référence exacte, du gouvernement central, donc du State Council, en 2010. Et le document s'appelle, je l'avais traduit moi-même pour un- un- un directeur général d'un groupe français, décision concernant l'accélération du développement des industries nouvelles stratégiques. Voilà. Donc, il y a un décalage entre le moment où on sait que ces investissements ont lieu sur le territoire chinois, que l'État a dépensé beaucoup d'argent de manière peu transparente et diffuser donc cette manne financière à ces entreprises en devenir, d'État ou à capitaux d'État, et puis le moment où tout cela se transforme par des investissements directs, ou plutôt indirects, comme je viens de le dire, qui passent par des montages plus ou moins complexes et qui, bien sûr, donc, donnent lieu après à des développements, des implantations donc, et des développements locaux dans les pays destinataires. Après, si je reprends l'exemple des satellites, c'est en 2021 que la SASAC, donc l'Agence de participation d'État, voilà, en fait la State-Owned Asset Supervision and Administration Commission, qui est l'équivalent de notre commission de gestion des actifs de l'État, a créé une nouvelle entreprise contrôlée donc, par le centre, la China Satellite Network Group. Voilà. Donc, ce groupe-là est depuis
2020, puisque mai 2021, c'est la décision à l'annonce de la création de cette société. Cette nouvelle entité est chargée de la planification au niveau national de l'exploitation du réseau Internet par satellite du pays. Voilà, donc, on ne s'étonne pas 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard que les investissements dans ces segments-là se multiplient. Et donc, je fais aussi référence une nouvelle fois au cas de Clio Connect, entre autres. Et dans cet intervalle, bien sûr, nos entreprises sont incitées par l'État chinois et par le parti à investir dans ces mêmes, enfin, à investir ou plutôt à coopérer, collaborer, notamment dans des partenariats scientifiques et technologiques, dans ces segments. Voilà. Et après, je parlerai donc de cette dialectique entre les IDE, les sortants et entrants. Et c'est cette corrélation-là entre IDE entrants et sortants qu'il faut avoir en tête pour essayer d'avoir une idée assez générale de comment cela circule, tout cela, que ce soit les investissements, puis aussi les technologies. Alors, nous faisons cette réflexion réflexive, pardonnez-moi de cette expression mal trouvée, de cette réflexion en 2 temps, IDE sortant et rentrant, dans tout ce qui est secteur à double usage. Et on voit bien la mécanique en œuvre. Et d'ailleurs, les Américains, il y a une petite dizaine d'années, avaient pointé du doigt le fait que bon, certains fonds de pension américains qui font appel aux retraites donc de leurs contribuables investissent dans les fonds en Chine qui servent à notamment des industries du secteur militaire chinois. Donc ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Donc nous voyons la mécanique à l'œuvre pour ces technologies dans le domaine de la sécurité intérieure, de la défense, mais c'est étrange que nous ne voyons pas cette même mécanique dans d'autres domaines industriels. Ce n'est peut-être pas aussi sensible à la lumière d'aujourd'hui et de la tectonique de la guerre hein, qui nous touche de près, mais c'est une mécanique qui s'applique à tous les secteurs jugés stratégiques par Pékin et qui sont des secteurs technologiques à forte valeur ajoutée, voilà, qui bien sûr impactent si on gère mal cette question, notre potentiel à nous hein, de recherche et de développement et de capacité industrielle. Donc cette même ingénierie-là, je pense qu'il faut l'avoir en tête. Alors, euh, il y a une directive du MOFCOM qui est intéressante, que j'ai retrouvée pour vous illustrer un petit peu le lien direct que fait le pouvoir chinois entre les investissements sortants, enfin les FDI, les nôtres, euh, et puis leurs IDE sortants, donc leurs ODI, Outbound Direct Investment, et comment tout cela se transforme et s'articule en Chine, puisque le terrain de jeu principal de tout ça, ça reste cette force gravitationnelle extraordinaire que procure le marché chinois. C'est une directive de novembre 2021. Alors, cette directive s'appelle les Guidelines pour l'allocation et l'utilisation des investissements étrangers 2021-2025, mais qui s'étire jusqu'à 2035. Alors, juste un point dont j'ai extrait un des chantiers dans cette directive qui concerne plus particulièrement le point que je soulève. Alors, je cite le rapport. Donc, j'ai fait une traduction littérale. Soutenir les entreprises à investissement étranger, donc les nôtres, pour qu'elles améliorent la configuration de leur chaîne industrielle grâce à des réinvestissements nationaux et investir dans des segments clés des industries de haute technologie telles que l'intelligence artificielle, les matériaux avancés, les circuits intégrés, la biomédecine, etc. Un soutien sera apporté aux entreprises à investissement étranger en termes de besoins de financement, des réinvestissements et de participation à la réforme de la propriété mixte des entreprises d'État. Je ne sais pas si ça vous parle, mais que nos investissements participent à la réforme de la propriété mixte des entreprises d'État, moi, ça me pose question. Le document va même jusqu'à nommer le système d'alignement. Donc, je cite, développer un mécanisme d'amarrage et de coordination de la manœuvre point à point pour répondre à la demande de manœuvre qualifiée des projets de réinvestissement nationaux. Alors, la manœuvre primaire va être trouvée dans où exactement? Par exemple, dans les filiales de nos entreprises et de leurs sièges sociaux en cas d'accord de coopération sur les tranches R&D notamment. Alors, c'est assez étonnant que cet aspect ne soit pas davantage relevé en temps réel, parce que ce document du MOFCOM date de plus de 2 ans. Alors, c'est d'autant plus étonnant que cet aspect
corrélation entre IDE sortant, entrant, de mécanismes d'utilisation des investissements étrangers pour leurs investissements futurs sortants ne soit pas davantage révélé parce que c'était l'un des trois points clés de la conférence sur l'économie qui a eu lieu au mois de décembre dernier, entre le 7 et le 8 décembre dernier à Pékin, conférence nationale à l'économie, dont nous avons voulu retenir des généralités sur la santé de l'économie chinoise. Enfin, je n'ai rien vu qui ciblerait cet aspect des choses, alors que même dans les commentaires et les comptes rendus quasi officiels chinois, on en parle. Donc là, je pense qu'il y a un décalage en termes de l'information qui est à disposition et puis notre capacité à la traiter. Alors peut-être qu'elle est traitée, en tout cas, ça ne se voit pas dans la presse généraliste spécialisée. Je n'ai rien vu très percutant sur cette question. Alors, enfin, je termine sur la question de la sécurité économique. Alors, j'ai lu beaucoup de choses sur la sécurité prévalente sur l'économie, etc., depuis le 20e congrès. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec cette vision-là. Je pense que ça, c'est pas très chinois comme façon d'articuler les choses. Eux parlent de dialectique, comme je vous le disais en début de présentation. Alors, il ne faut pas reprendre la dialectique chinoise, puisque c'est un exercice d'argumentation qui est tiré de l'économie vue par Marx, etc., vous le savez. Mais il faut bien comprendre de quoi il est question. La sécurité économique pour la Chine, c'est quelque chose enfin, qu'ils ont mis en œuvre dès les années Xi Jinping, au début des années 2015. Leur théorie sur ce qu'ils appellent la combinaison entre le développement et la sécurité était en place et ils la développent depuis 2017. Donc, pour la Chine, ce n'est pas une prévalence, si vous voulez, de la sécurité nationale ou sécurité tout court économique sur le développement. C'est du gain de terrain, comme je l'avais souligné dans l'illustration de la tribune que j'ai publiée autour de cette question d'avancer quand on peut et selon la loi de moindre résistance. Alors, cette sécurité économique à la chinoise a été théorisée au milieu des années 2010, et d'ailleurs, elle n'est pas qu'économique, elle est globale. Quand pour la sécurité économique rime avec de-risking, pour la Chine, elle est symbiotique, c'est-à-dire elle cherche non pas moins, mais plus de surface de contact et de pénétration, voilà, tout en mettant en place, depuis 2020, un contrôle des exportations, etc. Mais tout ça, ce sont des mesures réglementaires, mais son cadre stratégique est la sécurisation de son expansion par effet de cliquet. Je gagne une position, un marché, j'en fais une tête de pont, une rente, via notamment des accords bilatéraux et multilatéraux. C'est ce qui se passe en Asie. Et le risque est que ce qu'on vienne nous-mêmes à prendre en compte cette réalité, enfin cette politique du fait accompli, dans nos propres think tanks. Alors, je ne veux pas le citer, mais dont un d'entre eux développe un sujet qui s'appelle la protection des intérêts chinois à l'étranger, comme si ils étaient donnés pour acquis et légitimes. Mais ça, c'est justement précisément la façon dont l'économie chinoise, ou plutôt la politique économique chinoise, fonctionne, c'est-à-dire par avancées successives, et ensuite en barricadant les yards gagnés chez les uns chez les autres, avec des instruments de plus en plus nombreux et puissants, comme une protection juridique, enfin tout ce qui est lawfare, et qui vient comme autant d'arguments politiques, diplomatiques, juridiques, sanctuariser ces acquisitions, ces conquêtes, ces investissements. Et donc, cette relation de dépendance euh, est nouvelle, elle est cherchée telle qu'elle par la Chine sur les chaînes d'approvisionnement technologiques, stratégiques, et partout où elle peut faire effet de levier. Voilà, à commencer par les ressources minières. Donc, il n'est pas non plus étonnant de voir qu'en 2021, une autre state-owned enterprise, donc une société de capitaux exclusivement d'État, fut créée par la SASAC centrale autour des terres rares, la China Rare Earth Group. Euh, voilà, son siège est dans le Jiangxi, elle est contrôlée à 31% par la SASAC centrale, à 20% par China Minmetals Corp et autant par Chinalco, donc Aluminium Corp of China.
Les premiers mouvements de concentration industrielle dans les terres rares datent de 2014. Ce n'est pas d'hier. Voilà. Et on a vu aussi pousser autour de ces années 2013-2014, comme des champignons, des sociétés d'investissement dans les technologies qui sont associées aux terres rares et qui viennent en Europe s'associer avec nos groupes industriels parce que fort de l'appui et de toute la puissance hein, de ces groupes derrière qui se sont consolidés depuis. Donc là aussi, ça vient d'assez loin, si vous voulez. Voilà. Euh, donc ces groupes-là sont puissamment outillés en Chine et ils ont plusieurs motivations, dont un, bon, pour le pouvoir, bien sûr, de pouvoir renforcer le contrôle d'un point de vue stratégique, et puis, bien sûr, assurer un meilleur contrôle des exportations utilisé comme un outil, un levier diplomatique. Alors, bien sûr, je terminerai par le sommet UE-Chine, que je n'ai pas oublié. Bon, tout ce qui est sécurité économique, euh, bon, on en parle depuis plusieurs années, mais il y a une question sur les chaînes de valeur qui est au cœur des discussions de l'UE et qui est au cœur des tractations pour l'Europe et la Chine depuis le début de l'année 2023. Euh, on parle d'un mécanisme de transparence UE-Chine sur les chaînes d'approvisionnement en matières premières. Sauf l'information que j'ai pu rater, ce qui est possible, ça n'a pas beaucoup avancé lors du dernier sommet. Alors, l'Union européenne tente de faire comprendre à la Chine qu'elle ne serait pas avisée de faire de ces ressources minières qui sont vitales pour l'industrie mondiale une arme stratégique. Je ne suis pas sûr que enfin, le message a été reçu, mais je suis pas sûr que on en voit la matérialité euh, très bientôt. Lors de cette réunion donc, du mois de décembre au sommet de Pékin, donc les deux parties sont convenues, je cite, de faire bon usage du mécanisme de dialogue sur le contrôle des exportations et d'étudier la mise en place d'un mécanisme d'alerte rapide Chine-UE sur les matières premières essentielles et de mettre en place un partenariat de stabilité et de confiance mutuelle. Vous avez reconnu la sémantique chinoise. Moi, j'ai un commentaire officieux chinois qui ajoute qu'il s'agit là de mesures plus constructives que la posture de deristing. Bon, signalant peut-être que Pékin n'en voudrait pas trop à l'UE avec cette formule valise, si bien sûr il l'a vidée de sa substance. Mais là encore, je ne vois pas en quoi ça pourrait faire avancer les choses. Et je vois mal la Chine s'accommoder d'une transparence telle que nous l'entendons, nous, en matière de chaîne d'approvisionnement. Voilà, donc je m'en arrête là, en ayant dépassé un tout petit peu le temps qui m'était imparti. Merci Laurent. Stéphanie, donc face à ces stratégies chinoises toujours plus subtiles, comment l'Union européenne donc conduit-elle sa politique de filtrage et comment s'organise-t-elle dans ses rapports entre Bruxelles d'un côté et les États membres de l'Union européenne de l'autre? Voilà, j'ai la parole. Le son avait été désactivé, donc voilà, je ne voulais pas m'égosiller. Alors écoutez, tout ça s'inscrit, enfin le mécanisme de filtrage des investissements étrangers en Europe, donc s'inscrit déjà depuis un certain temps dans l'histoire de certains pays européens. Euh, le 20 juin dernier, la Commission européenne publiait une communication sur la sécurité économique. Donc, cette communication est issue de plusieurs constats liés à la crise, et aux crises, pardon, tant au Covid que la guerre en Ukraine. Ces deux événements ayant mis au jour les dépendances de l'UE à l'égard des pays ne partageant pas ces valeurs. Ces crises ont joué un rôle de catalyseur qui a révélé l'urgence à mettre en place un cadre de protection harmonisé. Euh, La communication de la Commission rappelle les instruments de défense commerciale qui ont déjà été adoptés, donc le règlement sur la subvention étrangère, l'instrument anti-coercition et les mécanismes de filtrage des investissements notamment. Euh, à cet égard, le texte reprend
le mécanisme de coopération qui a été mis en place en 2020 et qui permet l'échange d'informations entre les États et la Commission, notamment pour ce qui concerne les problèmes de sécurité. Et il est intéressant de noter qu'à la suite d'une consultation qui a été rendue publique très récemment, la majorité des répondants a déclaré que le cadre européen entourant le mécanisme avait amélioré l'efficacité du dispositif, bien mieux que si les pays avaient agi seuls. Donc c'est quand même une reconnaissance de l'utilité de la chose. Voilà, cette stratégie de sécurité économique, elle entend poser les jalons d'une plus grande harmonisation entre les pays. Euh, Elle annonçait en juin qu'une révision aurait lieu à la fin de l'année. Donc nous y sommes. Et cette révision n'a pas encore été rendue publique. Elle doit intervenir finalement au courant janvier 2024. Et elle prévoit un alignement plus important en matière de technologie critique pour ce qui est des mécanismes de filtrage. Euh, Elle entend proposer un cadre commun pour les exportations technologiques critiques. Ce qui, ça, pour le coup, ne semble pas faire du tout l'unanimité des divers pays européens qui perdraient leurs prérogatives. Euh, une autre initiative qui devrait être présentée, c'est celle qui vise à étendre le filtrage des investissements euh, aux entreprises basées en Europe, mais dont le contrôle est assuré par une entité non européenne. Et apparemment, cette disposition bénéficierait d'un soutien relativement large des pays concernés. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Donc aujourd'hui, parmi les 24 pays sont dotés d'un mécanisme de filtrage. Les 3 pays restants sont en passe d'en adopter un. Il s'agit de la Grèce, de la Bulgarie et de Chypre. L'hétérogénéité de ces procédures tient à l'étendue des secteurs qu'elles couvrent, qui ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, au fait que certains pays n'incluent pas les investissements dits Greenfield. Or, c'est vrai que là, les Chinois investissent massivement en Europe dans le cadre d'usines, notamment pour des fabrications de batteries et dans le cadre des véhicules électriques. Donc, c'est quand même important. Les divergences aussi sont liées à la possibilité d'intervenir ex post, à la durée des examens et à l'obligation ou non pour l'investisseur de faire part d'une notification avant de procéder à l'opération. Alors, de manière générale, la procédure de filtrage est relativement moins restrictive au Portugal, par exemple, et aux Pays-Bas, où les secteurs sont assez réduits et qui sont principalement limités aux activités de réseau, comme les télécoms, les réseaux électriques et les réseaux de transport. À l'inverse, en Pologne et en Allemagne, l'examen est relativement long et les autorités nationales peuvent enquêter sur une transaction qui n'a pas été notifiée jusqu'à 5 ans après son achèvement. C'est quand même assez considérable. Euh, Moi, je comptais plutôt vous parler de l'Allemagne, hein, enfin, orienter un peu mon exposé sur l'Allemagne plutôt que de baliser tous les dispositifs qui existent, qui me paraissaient fastidieux à vous exposer. Donc, l'Allemagne a publié l'été dernier sa stratégie à l'égard de la Chine, hein, et cette stratégie traduit donc une volonté de dérisking plutôt que de découplage. Elle s'inscrit également dans un contexte de montée des tensions entre la Chine et les États-Unis et naturellement l'Europe se retrouve quand même prise entre les deux feux. Elle ne peut pas faire fi de ce qui se passe entre les deux gros partenaires ennemis, appelons ça comme on veut. D'autant plus que le commerce sino-allemand représente à peu près 1 million d'emplois en Allemagne, donc c'est assez considérable. L'analyse qui a été faite de la politique chinoise est assez lucide. C'est-à-dire que les Allemands considèrent bien que la Chine a la volonté de créer des dépendances et de redéfinir les règles.
Elle pointe les interférences qui sont occasionnées par la Chine, les violations des droits de l'homme, etc. Les moyens, par contre, pour remédier à ces, aux mesures chinoises sont plus limitées et sont quand même assez calquées sur les mesures européennes, donc plus de dérisking qu'autre chose. Donc l'Allemagne semble toutefois amorcer un tournant dans son appréhension des risques chinois, puisqu'elle vient de mandater MERIX, le think tank, pour aider l'administration à mieux appréhender la politique de Pékin, qui est quand même un signe assez intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a une volonté vraiment de compréhension et peut-être d'anticipation, comme le disait Laurent tout à l'heure, pour être moins pris au dépourvu, je suppose. Berlin prévoit de modifier très bientôt son règlement quant au filtrage des investissements étrangers. Ce nouveau filtrage devrait étreindre la problématique beaucoup plus largement, puisque l'Allemagne devrait y intégrer les infrastructures, qui jusque-là n'était pas le cas, et, pardon, excusez-moi pour le... Donc, les infrastructures qui jusque-là n'étaient pas incluses dans ce dispositif devraient y être intégrées, à l'instar de l'IA, des semi-conducteurs, du cloud, de la cybersécurité et des matériaux critiques. La particularité du dispositif en vigueur est qu'il couvre certains secteurs de manière très précise, sans doute trop. Ainsi, l'IA, par exemple, est déjà protégée par l'Allemagne, mais quand elle est appliquée à certaines activités, à titre d'exemple, les cyberattaques. Voilà. Mais l'IA dans son ensemble n'est pas protégée par le dispositif de filtrage allemand. Donc l'Allemagne compte également étendre le périmètre aux accords de licence et aux accords de propriété intellectuelle qui sont jusque-là passés sous le radar et qui permettent de contourner l'examen IDE en profitant des technologies allemandes. Elle envisage également d'examiner désormais les investissements greenfield dans certains secteurs sensibles. Et elle pourrait, par ailleurs, alors ça je trouve que c'est particulièrement intéressant aussi, couvrir les partenariats de recherche entre institutions allemandes telles que les universités et les institutions chinoises. Donc, ce qui est quand même un élargissement assez considérable. Par ailleurs, le seuil d'examen pourrait être abaissé, mais comme de toute façon aujourd'hui dépend du secteur et c'est assez compliqué, on ne sait pas s'il va être abaissé de manière harmonisée à 10% pour tous les secteurs ou s'il va être abaissé enfin, proportionnellement à ce qu'il est au seuil qui existe aujourd'hui. Donc, je voulais vous parler, moi, précisément du cas de Cléo Connect que Laurent a évoqué tout à l'heure, qui est quand même assez complexe. Donc, ça requiert une certaine attention. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué à l'heure qu'il est. Mais donc, c'est assez intéressant parce que c'est aussi un cas de lawfare et ça, vraiment, ça correspond assez bien, je trouve, aux pratiques chinoises en matière d'investissement à l'étranger stratégique. Donc, Cléo AG est une entreprise allemande dans le secteur des satellites basse orbite. Alors, les Chinois accusaient à l'époque de l'affaire qui a commencé, je crois, en 2018, un certain retard dans ce domaine, qui est pourtant régi par l'ITU, donc l'Agence des Nations Unies pour les télécommunications. Et cette agence distribue les créneaux et les fréquences pour le lancement des satellites, comme le fait un aiguilleur du ciel. C'est-à-dire qu'en fait, ça se passe très bien si tout le monde suit les règles, et elle attribue ses fréquences et ses créneaux en fonction du premier arrivé, premier servi. Voilà. Théoriquement, il n'y a pas de favoritisme, quoi que ce soit, et jusque-là, ça a très bien fonctionné de cette manière.
Donc, Cléo, la fameuse entreprise allemande, a racheté une entreprise du Liechtenstein qui s'appelle Trion Space et qui était bénéficiaire d'un créneau orbital depuis 2017. Et ce créneau orbital était donc très prioritaire. Ceci traduit le fait que Cléo a compris très vite l'intérêt de disposer de ces fameux créneaux prioritaires. Toutefois, étant une petite entreprise, elle ne disposait pas de capitaux suffisants pour mener à bien sa stratégie et pour se développer. Donc, elle s'est retrouvée tributaire d'investisseurs pour pouvoir mener à bien ce projet. Elle a donc été approchée au début de 2018 par les entreprises Shanghai Spacecom Satellite Technologies, SSST, et Shanghai Engineering Center for Microsatellites, SECM, qui ont un peu jeté leur dévolu sur Cléo. La première, SECM est un fabricant de satellites. SSST est une entreprise d'État liée à la défense chinoise et spécialement créée pour investir dans des projets satellitaires occidentaux. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. SSST a donc pris une part de 10% au sein de Cléo. L'un des fondateurs de l'entreprise allemande devait conserver le rôle de PDG et s'occuper de l'activité scientifique de l'entreprise, tandis que la partie chinoise devait en gérer les aspects commerciaux. Mais cet arrangement n'a jamais fonctionné et le dirigeant allemand, qui s'appelle Matthias Spott, s'est assez vite rendu compte que les actionnaires chinois souhaitaient prendre le contrôle de l'entreprise et s'arroger les créneaux accordés par l'idée. L'accord d'investissement qui avait été signé entre les deux parties s'est avéré extrêmement labyrinthique et la partie chinoise a fini par grignoter des parts pour atteindre 53% de Cléo Haguet. Ce qui a créé une sorte de clash entre les deux équipes, l'équipe allemande d'un côté et l'équipe chinoise de l'autre, ce qui a donné lieu à un nombre de poursuites en justice assez incalculable, l'un et l'autre ayant déposé jusqu'à 60 plaintes les uns contre les autres, et s'en étant également ouvert au régulateur du Liechtenstein, qui a dû assister à des prises de bec incroyables et totalement hors de propos dans son propre bureau pour des choses qui relevaient de détails ou qui, au contraire, étaient extrêmement importantes, dont les deux étant mélangés. L'une des divergences assez importantes, enfin très importante même, portait notamment sur le rôle élargi que devait finalement occuper SECM, lié au secteur de la défense chinoise au sein de l'entreprise. En novembre 2019, les hostilités ont encore franchi un pas puisque SSST attribué un contrat de construction de satellites à SECM, basé à Shanghai, sans étudier aucune alternative et sans naturellement consulter son partenaire européen. Donc, à ce moment précis, les Européens ont compris que l'intérêt des Chinois résidait dans l'obtention de licences ITU au bénéfice de l'armée chinoise, ce qui est totalement proscrit par l'institution onusienne. Donc, c'était quand même une transgression du droit aussi. En 2020, et sans coordination avec les Européens, le SSST a passé un contrat avec le gouvernement chinois pour lancer 2 petits satellites de mise en service dans l'orbite et à la même fréquence que celle dévolue à Cléo. Bon, c'est assez technique, donc j'espère que tout le monde suit quand même l'affaire. Mais bon, voilà. Le SSST a également commencé à recruter des ingénieurs et à acheter des équipements. On a profité pour débaucher aussi des ingénieurs de Cléo. Et l'entreprise allemande s'est rendue compte qu'il y avait un double de Cléo qui était en train d'être construit en Chine. Une réplique. Au cours de l'été de 2021, la SECM a lancé 2 autres satellites BIU dans le créneau orbital et la gamme de fréquences appartenant à Cléo. Les Allemands ont répliqué que le SECM avait utilisé des informations qu'il avait obtenues de Cléo pour détourner le dossier de lui. Après plusieurs années de conflit entre Cléo et les Chinois, et à bout de patience, les fondateurs ont déclenché une disposition de l'accord d'investissement leur permettant de racheter les actions des investisseurs et de faire appel à un nouveau partenaire.
en l'occurrence Rivada Networks, une entreprise américaine composée notamment de Peter Thiel, qui est également à la tête de Palantir, accessoirement. Les investisseurs chinois ont refusé d'accepter l'offre de rachat et ont intenté de nouvelles poursuites au Liechtenstein, en Allemagne et au Luxembourg, ainsi qu'aux États-Unis, pour tenter de reprendre le contrôle du droit de spectre de Cléo. Bon, toutes ces péripéties ont été achevées en septembre dernier, donc quand même assez récemment. Le gouvernement allemand ayant mis un veto à l'investisseur chinois. Et voilà. Les actionnaires chinois, de leur côté, ont toujours réfuté les objectifs militaires suspectés par les Européens. Les dépenses affectées aux procédures engagées atteindraient toutefois une somme supérieure à 100 millions d'euros, ce qui ne fait pas vraiment sens avec des objectifs purement commerciaux tels que ceux décrits par l'entreprise. Et il s'avère en outre que la bande de fréquence attribuée à Cléo correspond en tout point à celle utilisée pour les communications des missiles hypersoniques chinois, tel que l'a démontré un vol d'essai effectué en 2021. Donc c'est vraiment une affaire extrêmement sensible et dont on a peu, je trouve, entendu parler en France, mais qui a quand même une résonance assez internationale, puisqu'en plus, c'est donc finalement un investisseur américain qui a repris la place du chinois, et ça a quand même des impacts géopolitiques assez importants en termes de souveraineté des communications basse orbite pour l'Europe. Bon, finalement, on avait Starlink et l'idée était quand même de créer un concurrent de Starlink. Et finalement, voilà. Donc, ça m'a semblé intéressant de vous en faire part. Maintenant, je vais vous parler de l'Italie. Alors, l'Italie a amorcé un découplage avec la Chine qui s'est récemment traduit par le retrait du projet des routes de la soie. On n'en demeure pas loin que l'Italie conserve quand même un certain nombre de partenariats de recherche qui serait intéressant d'explorer pour voir exactement quel est le maillage entre les deux pays. Bon, en termes de filtrage des IDE, le pays exerce cette pratique via ce qui est appelé communément le Golden Power, qui a été introduit en 2012 et dont les prérogatives n'ont cessé de s'étendre depuis. Il couvrait initialement les secteurs de la défense et de la sécurité nationale. Il s'est étendu à la 5G, à la santé, aux infrastructures, à la robotique, à la finance, aux médias et aux matières premières. En 2022 a par ailleurs été ajoutée l'obligation d'effectuer une pré-notification lors d'un rachat par un investisseur étranger. Donc l'Italie dispose de l'un des dispositifs les plus robustes en matière de filtrage en Europe. En revanche, là, je vais vous parler du cas Alpi Aviation. Il n'a pas été une réussite, je pense. Alors, Alpi Aviation est un fabricant de drones et fournisseur de la défense italienne. L'entreprise a été rachetée en 2018 par Mars Information Technology, un groupe de Hong Kong, lui-même contrôlé par deux entreprises d'État chinoises, l'une d'elles étant évidemment liée à la défense chinoise. L'opération, qui portait sur 75% des parts, s'est déroulée en violation du Golden Power, puisque aucune notification n'a été réalisée au moment du rachat. C'est en vertu de cette violation, d'ailleurs, que Mario Draghi a pu intervenir 4 ans plus tard pour bloquer l'opération. Alors, cela a-t-il un sens de bloquer une opération 4 ans après qu'elle ait été réalisée? Voilà. Mars, après ce veto imposé par Mario Draghi, disposait d'un an pour se retirer d'Alpi. La décision du chef de l'État impliquait également l'annulation des décisions qui avaient pu être prises lors des assemblées d'actionnaires qui ont eu lieu donc au cours des 4 années précédentes. Donc en 2022, les parts de Mars étaient transférées à l'un des fondateurs d'Alpi, Moreno Stinat, lequel se retrouvait avec plus de 90% des parts. La difficulté aujourd'hui consiste à trouver un repreneur, étant entendu que Alpi ne peut plus utiliser le site dont il avait l'usage, puisque jugé trop près
de bases militaires italiennes. Euh, que l'affaire qui a quand même eu un retentissement médiatique assez important a dégradé considérablement l'image de l'entreprise italienne et que par ailleurs, le savoir-faire est parti en Chine. Donc, voilà, l'impact pour l'entreprise de ce Golden Power laisse quand même à désirer. Et en même temps, on peut se dire que si il n'y avait pas eu de veto, est-ce que les choses n'auraient pas été pires? Donc, c'est un peu sans issue. Voilà. Donc, par ailleurs, alors l'Italie cherche à retrouver une souveraineté, mais elle a annoncé il y a quelque temps qu'elle envisageait de créer un fonds d'investissement pour investir notamment dans ces entreprises stratégiques, et elle a quand même proposé à l'Arabie Saoudite de participer à ce fonds d'investissement. Donc, bon, voilà, sans commentaire. Donc, bon, alors, le mécanisme est un dispositif certes imparfait, mais qui reste utile et nécessaire. Euh, mais je pense qu'il est d'autant plus utile et nécessaire quand les choses se font vraiment dans les règles, ce qui n'est pas nécessairement le cas comme on l'a vu. Et là, bon, bah, ça devient vraiment très compliqué. Par ailleurs, comme le soulignait Laurent, on peut s'interroger effectivement sur l'accord de libre-échange qui a été conclu récemment entre la Chine et la Serbie, étant entendu que la Serbie est en train de négocier son entrée dans l'UE. Donc, quid de la suite des événements, c'est voilà. Quant à la Hongrie, bah, c'est pareil, elle a, elle a renforcé encore son engagement dans la BRI. Là, elle vient d'accepter une usine chinoise de batteries de véhicules, je ne sais plus très bien, un investissement quand même considérable. Donc, voilà, en termes de libre circulation des marchandises, comment ça va se passer? Euh, autre question, le Maroc, qui est devenu, qui a des atouts industriels et qui attire en ce moment beaucoup de groupes à créer des usines, pas uniquement chinois d'ailleurs, hein, mais bon, les Chinois en particulier, qui auraient eux-mêmes déclaré qu'ils voulaient ensuite bénéficier de l'accord de libre-échange qui règne entre l'Europe et le Maroc pour envahir le marché européen de véhicules fabriqués au Maroc. Donc là, c'est pareil. Quels sont les garde-fous qui vont être mis en œuvre? Je ne sais pas. C'est un peu le même problème d'ailleurs qui se passe avec le Mexique et les États-Unis en ce moment. Le CFIUS étant mandaté pour sensibiliser le Mexique au filtrage des investissements étrangers, mais encore faudrait-il que le Mexique partage euh, l'inquiétude, entre guillemets, des États-Unis, ce qui n'est pas du tout sûr. Et voilà, au même titre que le Maroc, je ne vois pas par quelle opération pourrait obliger le Maroc à interdire les investissements chinois. Donc, enfin, c'est tout à fait intéressant, mais moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Et on est toujours aussi dans le paradoxe qui consiste à attirer les investissements étrangers tout en les restreignant. Et bon, j'ai appris aussi récemment que Huawei devait construire sa première usine de production en France, enfin, sa première usine à l'étranger de production en France très bientôt. Alors bon, ça peut être qu'une annonce et ça peut très bien ne pas se concrétiser, mais bon, il est évident que ça crée quand même un levier d'influence ensuite sur les pouvoirs publics. Donc voilà, et j'en ai fini. Très bien. Merci, Stéphanie. Donc, nous allons passer donc à la séance de questions-réponses. Euh, qui envisage de poser la première question? Des candidats? Bon, non. Donc, je vais essayer d'initier le débat. Donc, vous avez parlé l'un et l'autre de stratégie, de subtilité de stratégie chinoise, dialectique.
du cas italien, du cas allemand, et écoute de la France. D'après ce que j'ai compris, dans les statistiques du MOFCOM, la France paraît quand même assez loin dans les IDE chinois. Et comment est-ce que celle-ci construit justement son outil de filtrage? On parle régulièrement du fait que, notamment dans le domaine universitaire, eh bien, il y a des échanges entre universités brestoises et les acteurs chinois, que dans l'Est, il y ait des investissements chinois à proximité de bases ou de terrain des DRM ou la DGSE. Comment est-ce que l'on, comment est-ce qu'on peut comprendre ce type de situation? Bah, je pense qu'il y a plus une sensibilisation qui est à faire qu'un filtrage à proprement parler, parce que de toute façon, il semblerait que les liens, enfin, il y ait vraiment des liens qui étaient déjà établis. Donc, euh, c'est pas vraiment des investissements étrangers en l'occurrence. En partie, oui, mais il y a quand même des coopérations, des choses qui se Oui. mettent en place et des terrains sur lesquels les Chinois construisent des infrastructures. Euh, enfin, surtout, en particulier dans l'Est, dans l'Ouest, effectivement, après, c'est plutôt des coopérations, des liens humains qui se créent et qui quand même interrogent. Mais dans l'Est, c'est quand même des terrains que rachètent les entreprises chinoises, dans lesquels ils investissent, et qui posent quand même posent des questions malgré tout, enfin, je suppose. Je ne sais que vous dire. Je pense que certaines choses sont faites, hein, mais je ne suis pas dans le secret des dieux. Donc je ne peux pas répondre à cette question. Je ne suis pas en mesure de porter une réponse satisfaisante. Laurent, Hélas. Moi, ça m'évoque ce que vous dites, ça m'évoque dans le vocabulaire de certaines administrations françaises, le potentiel scientifique et technologique de la nation. voilà. Mhm. C'est-à-dire que là, on rentre dans ce cadre. C'est-à-dire, c'est au confluent du monde de l'entreprise, de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée, de nos laboratoires publics, des laboratoires des entreprises, du public privé, des pôles de compétitivité, des pôles d'excellence, de la gestion des ressources humaines, des fameux talents, qui sont d'ailleurs une expression qui est très usitée par la Chine pour les raisons que l'on sait. Donc sur ce terrain-là, je sais que le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur travaille sur ces questions à la fois, alors bon, sous couvert de sa stratégie nationale de recherche, sur ces questions alors déjà, il y a une réforme sur les types de coopération internationale, que ce soit avec la Chine ou d'autres acteurs, d'autres puissances. Le cas particulier de la Chine est un cas particulier qui est traité comme tel. Et là, on n'est plus dans l'épure de la doctrine agnostique de l'UE, hein. Là, on est dans quelque chose qui n'est peut-être pas public, mais qui est parfaitement identifié comme tel. Il y a plusieurs couches d'action qui se superposent au niveau des régions, notamment pour faire en sorte que tout le périmètre stratégique euh, soit identifié, cartographié, que les opérateurs euh, qui sont vitaux pour l'économie, l'industrie de la nation soient sensibilisés. Il y a des protocoles à respecter. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses en place. Après, c'est la même logique qu'au niveau européen. C'est l'éternel combat entre le bouclier et le glaive. Quand vous érigez et étant pays démocratique, nous affichons nos politiques publiques et pas tous nos dispositifs, mais une partie, des personnes bien informées prennent en considération les efforts que l'on fait pour élever les seuils et travaillent autour.
Les Et, contourner. pardon? Pour les contourner. Pour les contourner, En partie. pour travailler à une pénétration différente, pour Hmm. passer par des tiers, ou qu'on appelle aussi proxy ou tiers de confiance, qui s'avèrent être des points faibles dans les dispositifs. Tout cela est une course contre la montre, puisque sont en jeu pour ce qui concerne. Alors, ce que j'aurais pu développer d'ailleurs dans mon propos, je ne l'ai pas fait faute de données tangibles. Vous comprendrez pourquoi. L'effort des investissements chinois étrangers, in fine, mais Stéphanie l'a dit, pour ce qui concerne les États fondateurs de l'Union européenne, ce sont les technologies, et pas les technologies d'aujourd'hui, les technologies de demain, ou en fort développement, ou entre la recherche fondamentale et les recherches appliquées aux industries qui deviendront des industries de pointe dans quelques années. Donc là, l'attention chinoise se porte sur vraiment l'amont de la chaîne de valeur, et beaucoup plus en amont d'ailleurs qu'il y a ne serait-ce que 10 ans. Donc, les points sensibles sont plus spécifiquement nos scientifiques, nos laboratoires, nos fondations, et tout ce qui permet de faire gagner un temps précieux à quiconque aurait comment dirais-je, tout ou partie d'un savoir-faire, d'une équation, d'une liberté de créativité qu'il n'arrive pas à organiser à la maison, etc. Hmm. Et là, la Chine ne se cache pas, puisque dans la moitié euh, de ces feuilles de route, l'international, bien sûr, pourquoi j'ai dit la moitié? Dans ces feuilles de route, l'international fait partie, bien sûr, d'un axe d'effort, puisque c'est en allant puiser autour d'elle les ressources qu'elle permet cette montée en gamme industrielle et technologique. Et dedans, bien sûr, que les programmes d'échange sont capitaux pour elle, D'ailleurs, fondamentaux. d'ailleurs, est-ce que finalement ces programmes d'échange sont peut-être pas plus importants stratégiquement que les IDE Ah, en termes de captation de Alors, données, de ressources, de donc là, technologies, on n'est plus de effectivement savoir, de... on est dans l'investissement au sens large, c'est-à-dire Hmm. euh, le budget qu'il faut pour. euh, alors là, on n'est plus dans l'efficience budgétaire. Là, on est dans la capacité budgétaire d'injecter des liquidités là où il faut pour, dans un temps X, arriver à des fins, donc à des objectifs, peu importe les pertes. Et d'ailleurs, l'exemple de, de Cléo est assez significatif parce que dans tout ce maelstrom qu'a très bien expliqué Stéphanie, mais dont on a peine à comprendre in fine qui a obtenu quoi, il n'empêche que les transferts de technologie et de savoir-faire ont eu lieu dans les premières années de contractualisation entre les parties ouais. chinoises et les parties allemandes. Ensuite, c'est un micmac juridique, mais si j'ai bien pris mes notes, à partir des années 2020-2021, le savoir-faire est parti en Chine. Hum. Ou en tout cas, il a pu, s'il y avait une intention de. Donc, dans les coopérations, revenant à un cadre plus euh, d'échange non exclusivement entre les mains d'industriels, mais entre deux entités de recherche ou des laboratoires, lorsque cela produit un signal d'alerte où les jeux sont faits, Ouais. le potentiel s'est disséminé. C'est trop tard. C'est trop Puisque tard. même en termes de dynamique humaine, les premières années sont les plus... Bon, c'est la lune de miel, tout va bien, alors on ouvre ses livres et ses armoires. Et après, les choses se resserrent avec des contrats dont on a peine à comprendre les tenants aboutissants, qui changent tout le temps. On s'interroge, on interroge d'ailleurs ces hauts fonctionnaires de défense quand il s'agit de laboratoires publics. Mais le temps que tout cela prenne, il se passe des choses, vous voyez. Et ensuite, on fait un audit sérieux, en bonne et due forme, et on tire des conclusions, mais qui font déjà état d'une partie voilà, de ce qui a pu être perdu dans les mois ou les années qui ont précédé. Donc,
Vu que les objectifs sont très en amont de la chaîne de valeur, vu que les procédés, les méthodes et moyens, si on emprunt un jargon d'entreprise, sont de plus en plus sophistiqués pour arriver aux mêmes fins. Comme les réseaux qui permettent cela sont informels, tout n'est pas institutionnel, loin s'en faut. Voilà, on est en permanence dans la recherche d'une parade. Et pour aller au-delà de la parade et de tous les barbelés qu'on peut hérisser sur le chemin de ces tentatives finalement d'insincérité dans la collaboration et dans la coopération, bon, il y a cette notion et là je comprends parfaitement nos diplomates de faire comprendre de manière répétée, la pédagogie, c'est la répétition, à nos amis chinois qu'à un moment donné, il va falloir qu'on s'accorde sur une compatibilité de nos systèmes d'échange et de s'accorder même sur les mots, puisque en France, quand on parle de coopération, on coopère. En Chine, voilà, c'est pas du tout la même signification et pas forcément les mêmes objectifs. On l'a vu avec, il y a eu un rapport qui a été rendu public sur certains instituts de recherche qui ont été basés en Chine pendant un certain temps, qui n'ont pas donné de résultats. Là, on était plutôt dans du soft. C'était pas une question de hypersensible de ce que je peux me rappeler, mais il y a toujours au moins une non-réciprocité, une asymétrie, un déséquilibre. Et puis quand on laisse traîner ces choses qui sont une cote mal taillée, ça ouvre la brèche à toute tentative pour en extraire ce qui est le plus intéressant. Très bien. Quelqu'un a une autre question? Moi, j'ai une question sur, bon, j'ai peut-être pas, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais il y a quelques années, on avait permis aux Chinois d'investir dans l'aéroport de Toulouse, et qui est très proche d'Airbus, avec des liens très proches. Et comment a-t-on permis cette absurdité et comment a-t-on pu finalement faire sortir les Chinois de tout ça? Mais je crois qu'ils sont sortis tout seuls, non? Oui, oui, Autant que je me souvienne, hein. parce que à un moment donné, on leur a dit, vous ne serez pas majoritaire, je crois. Alors, je ne sais pas si c'est... J'avoue, je me souviens plus Oui, très bien. oui, oui. Il me Les semble que Chi- de toute façon, il ne se passait pas grand-chose, hein. Non, Alors, si tu me permets, Stéphanie, oui, oui, bien sûr. je pense qu'aujourd'hui, ce deal ne se serait pas fait, ce sera fait différemment. Les choses ont évolué. Je parlais de perception au tout début de mon intervention. Ça joue beaucoup, les représentations, les perceptions et le seuil de tolérance qu'on a avec ces sujets aujourd'hui. Alors, je botte en touche puisque je n'ai pas revu ce qui est disponible pour pouvoir vous répondre, monsieur. Comment ce deal a pu être conçu de cette manière, à cet endroit en particulier, comment tout cela s'est dénoué. Je me rappelle que c'était plus ou moins dans la douleur quand même, avec localement oui, de fortes rivalités, même entre équipes locales sur cette question. Euh, oui, je pense qu'aujourd'hui, le pays d'abord est plus armé pour qualifier ce type d'investissement et ce type de démarche. On a progressé sur la connaissance des objectifs réels qui, à l'époque, n'étaient pas si clairs que ça pour tout le monde. Bref, on progresse quand même. C'est-à-dire que les types d'investissements, et d'ailleurs à l'époque, il y avait aussi une ancienne base aérienne près de Tours, si je ne m'abuse.
il y avait d'autres endroits comme cela où on se demandait si le hub logistique ne cachait pas des visées non commerciales et, pour implanter une force commerciale qui allait se transformer en autre chose dans un second temps, avec, par capillarité, par dissémination d'investissements locaux. C'est toujours une façon très chinoise de fonctionner. Voilà, on construit quelque chose, on s'implante et puis on irradie autour. Mais bon, ça, bon, toutes les entreprises font à peu près la même démarche quand elles conquièrent des assets, enfin des actifs à l'étranger. Voilà, c'est la réponse que je vous fais. Elle n'est pas satisfaisante, mais je ne pense pas que ce Si, type si, d'accord puisse se reproduire. si, elle est satisfaisante. Mais en effet, vous avez raison. Les Chinois savent très bien jouer au jeu de Go, hein. Donc la technique de l'encerclement, on fait tomber le... Et à un moment donné, l'adversaire tombe complètement. Alors, la technique de l'encerclement en relation internationale, vous vous souvenez peut-être, monsieur, la doctrine d'action du Parti communiste quand il était parti clandestin et parti combattant des forces de Chiang Kai-shek, puis à la conquête de la Chine, c'était l'encerclement des villes par les campagnes. Et donc, il y a toute une théorie de la guerre du Parti communiste qui est d'encercler, et d'où l'analogie du jeu de Go par encerclement, d'où l'analogie qu'on retrouve d'ailleurs dans certains think tanks américains qui trouve dans cette nouvelle doctrine de sécurité économique chinoise un petit peu une sorte d'ersatz de tout cela, avec un encerclement progressif euh, en, euh, en affaiblissant le système onusien, tout en investissant massivement dans leurs précarés, entre guillemets, que sont l'Amérique latine, le Canada, etc. Donc, cette façon de voir la progression géostratégique, pour le coup, et géoéconomique de la Chine est réelle, mais dans les faits, si vous voulez. Je ne pense pas que ce soit le logiciel premier de l'expansion chinoise. Moi, je pense que quand les actionnaires, les investisseurs, les- tous les acteurs économiques chinois peuvent s'insérer dans nos dispositifs, ils le font. Et là, c'est plus du contournement, c'est du maillotage, c'est de l'infiltration, c'est ce genre de choses. Le contournement, oui, mais c'est un pis-aller. Le mieux, le nec plus ultra, c'est nous sommes dans la place et de l'intérieur, nous montons en grade, voilà, comme un militaire issu du rang, nous montons et puis cela donne des situations où des organisations ça peut être des organisations internationales, des entreprises, voilà, forment en interne des capacités ou des ressources humaines qui travaillent pour l'entreprise, mais qui ne travaillent pas que pour l'entreprise ou que pour l'organisation, avec un double agenda, et ce double agenda étant, bien sûr, euh, fait bénéficier d'autres acteurs à l'extérieur qui déploient des solutions alternatives et des contre-modèles. Vous voyez? Très bien, très bien. Eh bien, merci. Une dernière question? Non? J'avais peut-être une petite question parce que Laurent, comme Stéphanie, vous avez évoqué justement la question des liens entre les idées chinois et les accords de libre-échange, qui soient notamment bilatéraux. Euh, il peut être mis en place des clauses justement de filtrage et d'investissement ou de choses comme ça dans ce type d'accord, à l'instar de ce qui peut à l'instar de clauses sur la diplomatie culturelle, sur la protection du patrimoine, sur ce genre de choses. Est-ce que c'est quelque chose qui est crédible ou pas, ou est-ce que c'est difficile à mettre en place? Je me demande si les États-Unis avaient pas des dispositions comme ça, mais je ne suis pas sûre. Qui permettrait peut-être de organiser un investissement conduit par un pays tiers
dans l'un des deux partenaires, Mm. eh bien, restreint peut-être le commerce bilatéral au regard des investissements, des échanges, ou je sais pas. Enfin, Ouais, ouais, ouais. Moi, je parce pense que c'est qu'effectivement, possible. le fait que la Chine construise des usines euh, liées aux nouvelles technologies de l'économie durable, que ce soit au Maroc d'un côté, que ce soit en Hongrie de l'autre, leur permet justement effectivement de pénétrer le marché européen. Ça, on l'a bien compris que. Et justement, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être mis en place en termes Je pense qu'il d'encadrement aurait de ces fallu, constructions ou dans les accords bilatéraux ou multilatéraux, je sais pas. moi, je pense qu'il aurait fallu intégrer des dispositions dans les accords, mais au moment où ils ont été conclus. Donc Oui, aujourd'hui, après c'est sûr que maintenant, voilà. les avenants sont un peu compliqués à mettre en Ouais, œuvre. ouais. Et en plus, je ne pense pas que les pays en question enfin, accepteraient de s'engager sur ces voies-là, quoi. Ça m'étonnerait. Bah, le problème, c'est que pour eux, ça limiterait en fait l'impact des IDE chinois en l'occurrence, Ouais, parce ouais, bah que oui. leur territoire serait beaucoup moins attractif Mm. qu'il peut l'être aujourd'hui, Ouais. clairement. Et une dernière question, parce que vous avez évoqué tout à l'heure, les uns comme les autres, la question de Toulouse. Euh, je me suis souvenu qu'il y a quelques années, en fait, des investisseurs chinois, enfin, des entreprises chinoises avaient beaucoup investi dans le Bordelais, notamment dans le vignoble, dans les vignobles. Mm. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, pourrait encore se faire? Où là, en fait, il y a aussi une technologie de la viticulture, du vin, un savoir-faire français, euh, qui est moins stratégique, effectivement, que les hautes technologies, mais qui reste quand même, malgré tout, un savoir-faire culturel, et puis, Oui, mais je pense que le savoir-faire, il a déjà, enfin, enfin, si maintenant, il tant est est parti. oui, enfin, oui, je pense qu'il est parti depuis longtemps. Ça fait Mais quand même un moment. est-ce qu'aujourd'hui, ce qui s'est produit il y a une dizaine d'années pourrait effectivement se faire? Est-ce que c'est un secteur qui est dans les radars de l'intelligence économique, du filtrage d'investissement, sachant que bon bien la capacité à finalement exporter la technologie, exporter les racines de la vigne à l'étranger pour reconstruire une certaine d'industrie viticole en Chine ou ailleurs, venant concurrencer l'industrie chinoise, l'industrie française, enfin, l'économie française en tout cas du vignoble ou d'autre chose, est quand même un enjeu aussi. Bien sûr. J'aime à penser que ça ne serait plus possible. Mais je, je ne sais pas, je pense que c'est pareil. Il y a quand même énormément de sensibilisation. Bon, maintenant, il est difficile de résister à l'attrait financier que peuvent avoir certaines opérations. Donc, C'est un peu le problème, en fait. bah oui. Pardon. Le problème, c'est justement je pense, le patrimoine, enfin, le protection du patrimoine industriel, scientifique, culturel, face face aux capacités que peuvent avoir, capacités financières peuvent avoir, notamment les opérateurs chinois, mais pas seulement, pour justement soutenir des entreprises qui peuvent apparaître stratégiques dans certains domaines, mais pour lesquelles ou bien l'État français ou bien les opérateurs français n'ont pas nécessairement la disposition ou la volonté d'offrir les moyens financiers de poursuivre, ou en tout cas leur développement. Et ça, c'est un véritable enjeu. Mm. Je Oui, oui, pense que non, c'est mais peut-être c'est. un peu moins le cas aujourd'hui, mais il n'y a pas en très longtemps, que ce soit en France, mais dans d'autres pays européens d'ailleurs, hein. Lorsque les entreprises chinoises captaient la technologie, c'est aussi parce que ces entreprises avaient des difficultés financières et besoin de rechercher des financements et que bien c'était quasiment les seuls à pouvoir, ou en tout cas à vouloir leur offrir, sachant que derrière ils avaient très bien, ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. C'est exactement les technologies qui étaient derrière et ce qu'ils pouvaient en faire
pour leurs propres objectifs d'entreprise nationaux. Qu'en pensez-vous, Laurent? Je cherche dans ma mémoire, ça fait très longtemps que je ne me suis pas penché sur ce secteur. Je n'aimerais pas dire des choses qui sont pas actualisées de mon côté. Un petit peu comme l'industrie du luxe, du tourisme, c'est à la croisée de plein de choses, hein. Du commerce pur, donc de parts de marché, d'investissement, d'image, de marque, d'investissement sur là, plusieurs dizaines d'années sur l'ensemble de ces briques-là. Il faudrait que je me replonge dans cette problématique, ce que je n'ai pas fait depuis un certain temps déjà. Mais simplement pour revenir tout ce qui est Free Trade Agreement, donc accord de libre-échange, la Chine a une vraie stratégie depuis une dizaine d'années, d'ailleurs affichée telle quelle, dédiée aux zones de libre-échange. C'est-à-dire que pour elle, elle recouvrera son, son avantage compétitif durable qu'elle avait durant l'OMC dès lors qu'elle aura contracté le maximum d'accords de ce type avec le maximum de pays. Parce que quand elle signe ce type d'accord, de toute façon, ils sont à son avantage. Voilà, si Mm. elle les signe. Alors, elle a signé une bonne vingtaine, je crois que c'est 26. Le dernier en date, d'ailleurs, sans, vouloir- peut-être sans me tromper, c'est avec la Serbie. Ou avec le Honduras. Alors, le cas du Honduras est intéressant. À peine retourné, entre guillemets, côté chinois, pas avoir entretenu des relations diplomatiques avec Taïwan, la Chine signe un accord de FTA, donc un accord de libre-échange. On voit bien que c'est pour la Chine l'accord le plus avantageux pour elle. On peut tout mettre dedans, y compris tout ce qui concerne la propriété intellectuelle, les investissements, etc. C'est beaucoup plus souple qu'un accord bilatéral d'investissement ou BTI. Donc, ce que l'Europe et la Chine ont signé mais non ratifié en 2020, qui a fait beaucoup Mm. de bruit à l'époque, qui est beaucoup plus corseté, qui est concentré sur les investissements, qui laisse place à pas grand-chose d'autre euh, ce- que les investissements proprement dit. Mais c'est trop contraignant pour ce type d'accord pour la Chine. Et Ouais. d'ailleurs, elle a une stratégie sur les accords de libre-échange, elle n'en a pas sur les traités bilatéraux. Les traités bilatéraux, pour elle, c'est lorsque les choses ont déjà avancé, si vous voulez. Et d'ailleurs, elle avait proposé à l'Union européenne, bien avant le BTI, un accord de libre-échange que l'Union européenne avait refusé. Donc on voit bien un peu le séquençage. Et d'ailleurs, son objectif premier dans la zone Asie, c'est de faire partie du nouvel accord sans les États-Unis, puis avec maintenant, mais plutôt sans, qui avait été co-conçu avec les États-Unis, avant que Trump ne s'en dégage, du Comprehensive Partnership for Asia, je ne me rappelle plus de l'acronyme, il a changé depuis. Ça, pour la Chine, c'est son objectif prioritaire en Asie. Pourquoi? Parce qu'il est au-dessus de ses standards. Et un petit peu comme elle a fait avec l'OMC, elle va tout faire pour donner le change sur des standards auxquels elle ne peut pas répondre aujourd'hui. Voilà, donc elle fait le forcing pour entrer dans ce club qui est assez fermé, qui est un club pour le coup de pays beaucoup plus avancés sur ces domaines-là qu'elle ne l'est, y compris le travail, enfin le droit social et toutes ces questions extra-financières qui sont scrutées plus attentivement par nos agences et nos chancelleries et nos entreprises. Donc, il y a un vrai travail d'alignement qu'elle veut faire, mais de mon point de vue, sans changer fondamentalement son modèle économique et la façon dont elle gère ces questions de gouvernance et de respect de toutes ces normes-là. C'est-à-dire qu'elle affiche des ambitions qu'elle ne pourra pas, pour la plupart, déployer. Et donc, on risque de voir se reproduire ce que la Chine a développé durant toutes ces années du régime multilatéral sous l'OMC, à savoir une Chine qui fait partie d'un ensemble euh, et qui respecte de manière très aléatoire
ce qu'elle a elle-même signé. Voilà. Et avec des standards qui se rapprochent des nôtres, ce qui est problématique en soi. La question est-ce qu'elle ne peut ou est-ce qu'elle ne veut pas respecter ces normes, ces Je standards, pense qu'elle ne le, aujourd'hui, elle ne le peut pas. La question est, est-ce qu'elle a l'ambition un jour de réellement atteindre ce niveau-là de, de conformité Hmm. sur ces aspects qui sont plutôt constitutifs des économies de marché classiques ou dans Oui. les démocraties libérales. Aujourd'hui, je ne trouve aucun élément qui me fait penser qu'elle a la volonté de transformer quoi que ce soit de son système de fonctionnement. Elle n'en est pas là. Très bien. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on a un petit peu dépassé le temps. Je pense qu'il va être l'heure de nous séparer. Avant cela, je viens vous préciser que nous aurons l'occasion de nous retrouver fin janvier 2024, à l'occasion d'un séminaire consacré, donc même format, consacré donc à la guerre sous-marine dans l'Indo-Pacifique, avec Hugues Lynn ici présent, qui sera, je ne sais pas exactement, il sera l'animateur ou intervenant dans ces conférences. Donc, merci de votre présence aujourd'hui. Nous vous souhaitons donc de belles fêtes pour de fin d'année et nous nous retrouvons à minima le 30 janvier pour cette probablement superbe conférence sur la guerre sous-marine dans l'Indo-Pacifique. Très bien. Je vous Merci remercie, Merci beaucoup. beaucoup. je vous remercie à tous et à Bonne toutes soirée. au nom de l'Institut, au nom de l'Institut, au nom de Jean-Thomas et au le mien. Très bien. Merci. Bonne soirée et Merci. bonne fête. Merci.